Donc, projet qui s'inscrit dans un partenariat entre la Société des Arts, l'Université de Genève et le Musée d'Art et d'Histoire, et s'inscrit dans le cadre d'un véritable programme d'études sur le patrimoine genevois qui comprend plusieurs projets de valorisation semblables à Genève, dans lesquels nous avons travaillé sur le même modèle avec Victor, également avec Mauro Natal, et qui est un peu l'initiateur de ce programme consacré au patrimoine genevois, et qui comprend d'une part l'étude de collections, comme par exemple ici on vous montre 4 catalogues de collections que nous avons réalisés au Musée d'Art et d'Histoire, celui des peintures flamandes et hollandaises des 15e et 16e siècles, la naissance des genres entre 2002 et 2005, c'est le premier catalogue à l'écran, celui des peintures flamandes et hollandaises des 17e et 18e siècles entre 2005 et 2009, c'est le deuxième catalogue à l'écran, celui des peintures italiennes et espagnoles du 14e au 18e siècle, qui est la refonte du catalogue des peintures italiennes que Mauro Natal avait publié en 1979 et que nous avons édité en 2015. Et puis le dernier né que vous voyez tout à droite, le catalogue des peintures françaises du 19e siècle, de bleu, de blanc et de rouge, paru au début de cette année et qui fait l'objet d'une exposition actuellement en cours au Musée d'Art et d'Histoire permettant de voir et de revoir la peinture française du XIXe siècle, une sélection des 212 tableaux qui forment ce corpus. À côté de l'étude de ces collections, nous pourrions mentionner d'ailleurs d'autres collections que nous avons étudiées de la même manière avec les étudiantes et les étudiants de l'université avec Victor, comme par exemple la collection Zuboff qui appartient à l'État de Genève. Nous avons également créé une collection intitulée Patrimoine genevois aux éditions Georg, qui met en évidence des phénomènes propres à Genève, à sa culture, à son histoire de l'art, et dont 7 volumes sont déjà parus. Vous voyez, peut-être en trop petit pour le deviner, mais notamment sur l'histoire des collections à Genève, sur les peintures murales de la salle du Conseil d'État à l'Hôtel de Ville, sur la photographie à Genève, en particulier sur Fred Boissonnat, ou encore sur les arts à Genève dans la première moitié du XIXe siècle, dans la seconde moitié du siècle également, sur Gustave Revillot et enfin sur la genèse des musées à Genève au XIXe siècle. J'insiste sur le dernier volume, celui qui est paru l'année dernière, que nous avons édité avec Vincent Chenal et Daniel Buissens, parce que c'est un volume qui a inauguré en quelque sorte une série de colloques et de volumes dans le cadre de ce projet de revalorisation du patrimoine de la Société des Arts et que donc nous avons conçu en partenariat entre l'Université de Genève et la Société des Arts. Donc c'est le volume 7 et il sera suivi de 2 volumes qui paraîtront cette année, le volume 8 consacré au concours, le volume 9 consacré à l'enseignement des arts à Genève du XVIIIe au XXe siècle, qui sont autant de phénomènes qui naissent à la Société des Arts et qui sont restés des phénomènes tout à fait importants à Genève. Et donc, c'est une manière aussi de faire la publicité pour le colloque de cette année qui formera le volume suivant, c'est-à-dire sur les expositions d'art contemporain et la critique d'art à Genève du XVIIIe siècle à nos jours. Ce seront 2 journées d'études les 7 et 8 novembre prochains. La première aura lieu au Palais de l'Athénée et la seconde à La Haye. Donc voilà un petit peu le cadre dans lequel s'effectue ce programme de revalorisation. Nous allons, quant à nous, essayer de vous faire comprendre la manière dont nous l'avons organisé depuis 2021 en tressant, en conjuguant une campagne d'études systématiques des objets et du fond, et d'autre part une campagne de conservation
restauration qui est conduite par Victor. Donc, deux parties pour parler aujourd'hui de ce processus. Et je commence par la question de l'étude des collections. La question de l'étude des collections, c'est à la fois l'étude archivistique, c'est-à-dire l'étude des documents d'archives, et d'autre part l'étude des objets proprement dits. Les archives, vous le savez, ont fait l'objet depuis quelques années d'une reclassification, d'une réorganisation par Sylvain Wenger pendant 5 ans et qui se poursuit aujourd'hui et permet aux chercheuses et chercheurs de pouvoir consulter cette mine d'or absolument extraordinaire, non seulement sur l'histoire de la Société des Arts, mais également sur toutes sortes de phénomènes en lien avec la Société des Arts, puisqu'elle a été centrale dans tous les phénomènes qui ont trait aux arts à Genève. Alors là, une photo de travail dans les archives avec deux fers de lance de notre équipe de recherche qui sont en train de chercher à la fois les mentions des objets dans les archives, mais également qui cherchent à documenter toute l'histoire de la Société des Arts. Et donc, nous nous sommes répartis le travail archivistique avec 4 phases qui permettent de découper en quelque sorte l'histoire de la Société des Arts. La première phase, depuis la fondation de la Société en 1776 jusqu'au moment de son installation au Musée Rath, est étudiée par Vincent Chenal, qui donc met en évidence une phase extraordinairement vivante de la Société, qui se réunit d'abord dans l'hôtel particulier de la famille de Saussure, avant d'investir le Calabri, qui se trouvait non loin d'ici, et le bâtiment adjacent, Promovendis Artibus, en jouant un rôle dès 1786 dans la gestion des écoles et dès 1796-97 dans la création d'un musée qui sert de conservatoire de modèles pour les apprentis artistes et qui va devenir de plus en plus important en comprenant aussi bien des dessins, des gravures, mais très vite des moulages et des peintures, très vite à l'étroit et qui donne véritablement la nécessité de créer un musée plus important, un bâtiment plus important pour les écoles et le musée. Et c'est la deuxième phase qui s'ouvre avec le musée Rath, que vous voyez à l'écran, construit par Samuel Vaucher, inauguré en 1826 dans ce style néoclassique. Et cette deuxième tranche, qui va de 1826 à 1851, c'est Marie Mazzone qui l'étudie à partir des archives et permet de mettre là aussi en évidence un moment important dans lequel finalement le mouvement de balancier s'opère entre école d'un côté, musée de l'autre. Le musée prend en quelque sorte le pas sur les écoles en s'ouvrant au public. Le musée Rath, vous le savez, comporte 3 nefs consacrées au patrimoine genevois, donc aux collections, tandis que le sous-sol est dévolu aux écoles d'art qui y sont logées dès 1826. La Société des Arts cogère avec l'État-ville de Genève et la collection et les écoles d'art jusqu'au moment où James Fazey, au lendemain de la Révolution radicale d'avril 1846, crée une loi sur les fondations en 1849 qui va complètement anéantir les associations du type Société des Arts, ne reconnaît plus l'existence légale de la Société des Arts qui, dès 1851, est expulsée du musée Rath. S'ouvre ainsi une troisième phase, celle où la Société des Arts est sans domicile fixe et doit donc être logée dans un appartement de fortune à la rue des Chanoines, dans l'hôtel particulier de la famille Necker. C'est la troisième image. Période toute brève, étudiée dans les archives par Raphaël Villa entre 1851 et 1863, période où on aurait pu voir la fin
de la Société des Arts. C'est exactement l'inverse qui est arrivé, puisque la population genevoise a en quelque sorte soutenu la société, et notamment de grandes familles, ainsi que des philanthropes comme Jean-Gabriel Hénard, qui a donné l'argent pour créer le Palais de l'Athénée, expressément pour abriter la Société des Arts et des sociétés amies à partir de 1863. C'est donc la quatrième phase dans laquelle nous sommes toujours, qui commence avec le transfert de la Société à la fin 63 et début 64 au Palais de l'Athénée, qui a été entièrement aménagé sous la conduite de l'épouse de Jean-Gabriel Hénard, Anna Hénard-Lulin, alors que son mari était malade, puis ensuite décède et ne voit pas l'inauguration de ce très beau bâtiment dû à Cheikh et Diodati, décoré par différents sculpteurs, Charles Mène, Dorsière notamment, et puis peint par Déria, et notamment tout le décor de la salle des abeilles est dû à Jean-Jacques Déria, qui a réalisé le dessin de ces médaillons complétés par la sculpture à l'extérieur et qui fait de ce palais de l'Athénée une sorte de panthéon des hommes illustres de Genève, comme si on voulait en quelque sorte s'approprier l'identité genevoise, et c'est la véritable résurrection de la Société des Arts à partir de 1863. Alors il est évidemment on n'a pas suffisamment de temps pour résumer tout ce qui va se faire dans le palais de l'Athénée, mais pour vous dire que la recherche que nous menons depuis 2021 dans les archives du Palais de l'Athénée permettent de comprendre plusieurs rouages qui manquaient totalement dans la littérature consacrée à la Société des Arts, qui se résume finalement à très peu d'ouvrages d'ensemble. On peut mentionner celui de Jules Cronier en 1910, qui fait l'histoire de la Société des Arts et de ses collections, et puis quelques articles qui vont en quelque sorte compléter cette histoire. Parallèlement à la recherche archivistique, la recherche se fait naturellement directement sur les œuvres. Et donc, il convient d'abord d'établir une sorte d'inventaire, parce que l'inventaire est finalement très fluctuant. Il y en a un qui a été fait au moment de l'entrée au Palais de l'Athénée en 1863. Il y a plusieurs inventaires un peu intermédiaires, mais qui ne sont pas complets et qui finalement ne donnent pas une idée de l'ensemble du corpus. Nous estimons donc le corpus de l'ensemble des peintures, environ 300 peintures. Donc nous avons fait la partition de 1918 pour ne prendre que la première partie, c'est-à-dire environ 120 peintures, une trentaine de sculptures. Dans les peintures, nous avons évidemment compris les pastels, la peinture sur émail, la peinture à l'huile naturellement, mais pas les arts graphiques qui ont été déposés au Musée d'Art et d'Histoire et plus précisément au cabinet des estampes en 1981. Donc cette partie-là fait l'objet actuellement d'un inventaire qui est réalisé par Silvia Zuccherini Martello, qui nous a présenté tout à l'heure et qui est conservatrice ici du patrimoine de la Société des Arts et qui sera intégré dans la publication sous la forme, on va dire, d'un article qui préfigure l'étude plus précise du corpus des arts graphiques. Donc, nous nous concentrons, nous, sur ce corpus des peintures et sculptures, c'est-à-dire environ sur 150 numéros qui, chacun, fait l'objet d'une étude matérielle où l'on regarde le cadre, le revers, l'avers, en collaboration étroite naturellement avec Victor, qui évidemment va vous parler plus précisément des questions matérielles liées également au traitement, mais l'étude et le traitement de conservation-restauration sont totalement
indissociable. Et puis, ce sont des étudiants du séminaire qui a été développé entre 2021 et 2023, environ une quarantaine d'étudiants, complétés par des chercheurs plus avancés, des doctorants, des docteurs, également des connaisseurs de la peinture genevoise, comme Vincent Chenal, que je mentionnais tout à l'heure, comme Valérie Louzier, qui est spécialiste du XIXe siècle genevois, comme Philippe Clerc. Donc nous avons formé une équipe de recherche pour établir en quelque sorte l'identité de chacune des œuvres, de manière à avoir une idée large de cette collection. Alors, il n'est pas le lieu de vous présenter les résultats, puisque nous le ferons à partir de février prochain, de janvier prochain, au moment où paraîtra le catalogue dont nous parlons aujourd'hui, mais plutôt de vous montrer les types de situations de recherche que nous pouvons trouver, notamment au niveau technique. Nous intégrons, je le disais, tous les types de peintures, comme ici une peinture à l'huile sur cuivre. Vous voyez que le revers porte une très belle signature Robertus Gardel Pinxit, ainsi que la date de 1734. C'est un portrait qui représente Françoise Ducrot, l'épouse de Jean-Pierre Ducrot, qui était pasteur, et qui s'est fait représenter, donc le couple, par Robert Gardel, le portraitiste le plus prolifique du premier tiers, de la première moitié du XVIIIe siècle. C'est un peintre qui avait notamment séjourné à Paris dans l'atelier de l'Argillière et qui, en quelque sorte, traduit en genevois le grand art parisien de l'Argillière en faisant des portraits plus petits au niveau des formats et moins flamboyants que le peintre de cour français. Mais cela donne des portraits de très belle qualité, comme celui de Françoise Ducrot. Nous portons notre attention également aussi bien sur la peinture à l'huile que sur la peinture sur émail. Le noyau le plus important de notre corpus, c'est naturellement la série de portraits de Saint-Ours. La majorité de ces portraits sont entrés dans la période du Musérat, entre 1826 et 1851, et n'ont pas été récupérés par la ville. Ils sont restés dans la collection de la Société des Arts. Vous savez que cette partition était très injuste pour la Société des Arts, qui a perdu non seulement la gestion, mais qui a perdu beaucoup d'œuvres qui auraient dû rester dans la Société des Arts parce qu'elles avaient été données directement à la classe des Beaux-Arts ou à la Société des Arts et en 1851 sont devenues la propriété de la ville de Genève. Néanmoins, les portraits de Saint-Ours sont restés dans les mains de la Société à la rue des Chanoines, puis ici au Palais de l'Athénée. C'est le cas, par exemple, du portrait de Georges Vanière, dessinateur des écoles gérées par la Société des Arts au début du XIXe siècle, portraituré ici en 1806 par Jean-Pierre Saint-Ours. La date est indiquée par le peintre lui-même. Le tableau est d'une qualité tout à fait remarquable et fera l'objet, 10 ans plus tard, en 1816, d'une petite peinture en émail réalisée par Louis Arlot Jurine, que vous voyez sur cette photo, qui permet de comprendre l'échelle respective de ces deux tableaux. Ces deux œuvres ne posent pas énormément de problèmes car elles sont entrées sous leur véritable identité. D'autres œuvres ont posé davantage de problèmes par rapport aux questions de datation et d'attribution, qui sont deux questions absolument essentielles que l'on se pose lorsqu'on établit l'identité d'une œuvre et que l'on réalise un catalogue de collection. C'est le cas, par exemple, du portrait que vous voyez à droite, représentant le syndic Frédéric Guillaume Maurice, qui est depuis 1848 dans la collection sous le nom de Jean-Pierre Saint-Ours, avec une histoire d'échange entre l'original de Saint-Ours, qui était resté
dans la propriété Maurice jusqu'en 1848, date à laquelle la veuve du syndic aurait donné l'original de Saint-Ours et gardé pour elle la copie. En réalité, cette légende rapportée par Cronier est incorrecte parce que la comparaison physique de ces deux œuvres, qui a pu se faire en 2020 dans les locaux du Palais de l'Athénée, a permis de rectifier et d'inverser la problématique. Le tableau resté dans la collection Maurice est bien le prototype de Saint-Ours, mal photographié à gauche, donc cela donne une idée peut-être un peu floue de la qualité, mais c'est bien l'original de Saint-Ours à gauche dans la famille Maurice, tandis que dans la collection de la Société des Arts, le tableau qui est arrivé en 1848 et dont vous voyez le détail ici, porte dans la partie supérieure, incisée dans la matière encore fraîche, la signature du peintre P. pour Pietro Reco d'Amsterdam, ainsi que la date de 1818, qui permet de donner la véritable identité à cette œuvre. C'est une copie donc de Reco d'après le modèle de Saint-Ours, même si c'est une copie de très belle qualité, comme vous pouvez en juger par ces deux détails, donc celui de gauche de Saint-Ours, celui de droite de Reco en 1818. Vous voyez que c'est une copie qui ne porte pas les stigmates habituels de la copie, c'est-à-dire un trait sec et dur. Au contraire, nous avons une matière relativement fluide qui caractérise un copiste de très belle qualité. À côté des peintures, nous allons étudier les sculptures, aussi bien celles qui se trouvent attachées au bâtiment, notamment à l'extérieur, les fameux bustes qui ornent les façades du palais de l'Athénée et complètent donc ce cycle des hommes illustres de Genève, en aboutissant sur le buste de Jean-Gabriel Hénard, qui se trouve à l'entre-étage, dans l'escalier. Lorsque l'on monte dans les salles Saint-Ours et Cronier, on trouve ce buste extraordinaire de Frédéric Guillaume Dufaux, qui est l'un des trois sculpteurs qui a travaillé avec Charlemagne et Dorsière au décor sculpté voulu par Anna Lulin. Mais également les sculptures meubles qui sont arrivées avant et après l'édification du palais de l'Athénée. Et donc, pour donner un exemple, je vous montre ces sculptures et moulages qui ont été placés un peu pêle-mêle au moment de la photographie, notamment le portrait réalisé au premier plan de François Didet, le peintre, d'après le même Frédéric Guillaume Dufaux. Cette partie de la sculpture sera entièrement étudiée par Grégoire Extermann, qui au fil des années est devenu un très bon connaisseur de la sculpture genevoise et auquel nous avons confié le chapitre entier de l'étude de la sculpture. Puis enfin, je le disais, les dessins, les estampes ont été déposés en 1981 au Musée d'art et d'histoire. C'est un nombre absolument, véritablement très imposant. De nombreux dessins, on n'en connaît pas encore le nombre exact, car certaines œuvres de la Société des Arts ont été mélangées avec celles du Musée d'art et d'histoire. Donc Sylvia doit faire d'abord un travail minutieux de partage pour bien distinguer les dessins et les estampes de la Société des Arts avant de pouvoir en faire un inventaire précis, mais va pouvoir naturellement déjà faire un premier pointage à l'occasion de la publication de janvier prochain. Les dessins constituent évidemment une technique très importante à la Société des Arts. Dès l'édification du Palais de l'Athénée, Hermann Hamann, qui était le bibliothécaire de la Société des Arts, a constitué un album de dessins qui était déjà un peu commencé avant lui, mais dont il
en quelque sorte, va jouer un rôle essentiel pour la classification et qui sera enrichi jusqu'à aujourd'hui avec des dessins de premier plan, également les fameux justificatifs des concours Calame et d'idées, qui fait que pour tous ces concours où les peintures sont reparties chez les artistes et se trouvent aujourd'hui en main privée, nous avons la contrepartie dessinée dans la collection de la Société des Arts, donc une mine d'or extraordinaire pour comprendre l'histoire de la peinture genevoise entre la fin du XIXe et le XXe siècle. À côté de cela, quelques feuilles par des artistes de premier plan, comme par exemple ce dessin représentant le docteur Charles Morin, qui a été réalisé par Jean-Auguste Dominique Ingres en 1822 et qui a été offert en 1893 à la Société des Arts par une descendante, Madame Dubois-Morin, au même moment que le tableau que vous voyez à gauche, qui montre le même modèle, le docteur Charles Morin, par le peintre Georges Chez, qui a fait l'objet d'une monographie il y a 2 ans par Vincent Chenal, qui d'ailleurs vous a entretenu sur ce peintre ici même. Intéressant de noter que cette identité était perdue jusqu'à il y a peu, ce n'est qu'en 2004 que Dominique Radrizzani avait fait le rapprochement entre la peinture et le dessin pour restituer l'identité du modèle de la peinture. Parallèlement, et je m'arrêterai là, naturellement que cette campagne d'études systématiques des peintures et des sculptures implique une campagne de photographie qui a été confiée à Greg Clément, que nous remercions également, je n'ai pas vu s'il était dans la salle, qui nous accompagne depuis des mois et des mois pour photographier de la meilleure manière qui soit ces œuvres. Et vous voyez que ce sont naturellement des studios improvisés, comme c'est un atelier de conservation-restauration aussi improvisé pour l'étude matérielle, puisque nous travaillons directement dans les salles, dans les locaux de la Société des Arts. Cela me permet de faire directement la transition vers la seconde partie, la conservation-restauration. Voilà, la conservation-restauration. Tout d'abord, donc, comme l'a dit Frédéric, c'est un projet qui a commencé en 2020. Observation durant pratiquement toute l'année 2021 de la collection pour réunir des informations avant de se lancer véritablement dans un programme de conservation-restauration. C'est un moment important et délicat puisqu'on parle ici d'une collection patrimoniale. Et donc, il s'agissait de considérer l'ensemble de la collection, non pas de manière dissociée, mais véritablement de considérer sous forme d'un équilibre général les œuvres peintes, les pastels, les miniatures et les peintures sur émail, de pouvoir établir un diagnostic sur l'état de conservation tout d'abord, avant véritablement de se lancer dans un programme de restauration en atelier. Donc pour ce faire, évidemment, les archives ont très très peu aidé à ce jour. Il existe très peu d'informations relatives à l'attention dédiée à la conservation matérielle des collections. On trouve bien un rapport, par exemple, du 14 octobre 1843 de James O'Dew, donc conservateur à l'époque au musée Rath, donc avant la séparation, la scission ou l'appropriation par la ville de Genève de la collection de la Société des Arts, et où il écrit simplement examiner l'état actuel des tableaux du musée, donc le musée Rath, et indiquer les mesures et les précautions à prendre pour empêcher la détérioration des tableaux malades. À ma connaissance, et à ce jour, et le travail qu'a entrepris Vincent, Marie, etc., n'a pas donné lieu à un suivi, à d'autres rapports qui ont suivi et qui témoignent d'une attention particulière par rapport à la collection. On passe de 1843 à 1985, où là, on trouve dans les archives la mention pour 6 tableaux uniquement d'une intervention du restaurateur Alain Boissonnat, donc qui fait partie de cette lignée de restaurateurs d'origine genevoise, puis établi à Zurich, donc fils d'Henri-Paul Boissonnat et de Valentine Bobovy, donc le deuxième membre de la génération Boissonnat. Il intervient, donc c'est le tableau de Gardel, Leclerc, Alexandre Perrier. Enfin, en 2010,
il m'avait été demandé par monsieur Ampeta d'établir un premier rapport sur l'état matériel de la collection. Il s'agissait d'établir ce rapport en vue du transfert de la collection, puisqu'à ce moment-là, la Société des Arts allait subir un lifting, on va dire, complet. Donc il fallait stocker ces œuvres temporairement. Et donc il m'avait été demandé de réaliser un état des lieux, simplement un état des lieux, avec la production d'un constat pour chaque objet et peut-être quelques premières préconisations. Donc ce rapport de 2010 nous a servi, bien évidemment, pratiquement 11 ans plus tard, pour, comparer, évaluer à nouveau l'état matériel des œuvres. Là, vous avez un document de 85, donc des factures, bien sûr, qui nous servent à identifier le type de travail qui a été réalisé, mais en réalité, même ce travail de 1985 n'a pas été suivi d'images, donc on n'a aucune documentation imagée des interventions réalisées. On le constate sur les objets qu'on observe, qu'on a observés, mais malheureusement, pas d'archives sur ces questions de conservation-restauration. Il m'avait été demandé également d'établir un plan en vue peut-être d'un réaccrochage qu'allait opérer Jean-Marie Marquis après cette opération. Donc il avait fait simplement, j'avais réalisé une sorte de planification de plan, de projet qui faisait état aussi de l'accrochage. Voilà. En tout cas, ça a permis et ça permet aujourd'hui d'archiver également une situation donnée par rapport à cette collection de la Société des Arts. Voici simplement des constats d'état sommaires, mais au moins une image, un descriptif sur la matière, sur l'état de matériel, et puis peut-être des préconisations en termes d'intervention, donc produits en 2010. Voilà. Ça, c'est valable pour les 86 tableaux que j'avais pu observer à cette époque-là. Après, comme je le disais, avec Frédéric, avec Sylvia, Étienne, bien évidemment, Étienne Lachat, se pose la question d'établir un véritable programme donc, qui tienne compte de l'ensemble. Donc ce programme allait inclure toute une série d'opérations, de gestes techniques et surtout documentaires. Tout d'abord, une documentation basée sur l'observation matérielle et une documentation photographique des objets. Nous allions également réaliser, avec l'aide de Stefano Volpin, qui était un excellent chimiste et diagnosticien avec lequel nous travaillons depuis plusieurs années, notamment au Musée d'art et d'histoire, pour des analyses qualitatives de certains matériaux, des matériaux constitutifs des œuvres originales, mais également des matériaux liés à des interventions qui n'ont pas été documentées et qui, avant même notre intervention ou les interventions de restauration, il nous fallait savoir un petit peu reconnaître les questions de ces interventions, les identifier clairement. Nous avons également devoir établir une imagerie scientifique, c'est-à-dire une documentation basée sur l'usage des radiographies numériques, la réflectographie infrarouge, etc. Toute cette imagerie qui nous sert à étudier la genèse de l'objet, de la peinture, son état de conservation, bien évidemment, et puis pour pouvoir correctement planifier et équilibrer, pondérer les interventions pour chaque œuvre. Une campagne de conditionnement de la collection a bien eu lieu, et c'est ça l'atelier dont fait référence Frédéric, donc il a fallu improviser, mais très bien improvisé, on va dire. Un atelier plutôt dédié à la conservation et au conditionnement, donc au deuxième étage de la Société des Arts, du palais de la Société des Arts, et enfin aussi organiser une équipe de conservateurs-restaurateurs, conservatrices-restauratrices, donc membres de l'Association suisse de conservation-restauration, à qui ont été confiés un certain nombre de travaux de conservation-restauration. Là aussi, il faut dire que ces opérations ont été suivies par Sylvia, par moi-même, par Frédéric, également Greg Clément comme photographe ont eu une excellente initiative en voulant documenter également ce moment-là, très particulier, un moment propre à la vie de l'œuvre et un moment qui n'est jamais réellement documenté. Donc il s'est agi de construire également ces archives quelque part totalement défaillantes. Vous avez ici le portrait de Topfer. Donc voilà, c'est quelques exemples que je vais montrer là sur la documentation qui a été réalisée systématiquement sur chaque objet. Vous avez la peinture avant toute forme d'intervention, description, dans son cadre, bien évidemment, puisque le cadre a également fait l'objet d'une description précise, savoir si c'est un cadre d'origine, pas d'origine, transformé, adapté, etc., si l'objet a été adapté lui-même. En lumière ultraviolette, pour bien comprendre l'état de surface, l'état des vernis, l'état des repeints de la peinture. Un travail également qu'on voit bien sur les questions des supports. L'étude des supports est primordiale pour leur conservation à moyen et long terme, mais également pour recueillir l'ensemble de détails, d'informations, d'écritures, d'étiquettes, etc. Tout ça a été relevé
de manière très scrupuleuse pour pouvoir établir avec précision voilà, tous ces indices, relever toute cette tracéologie qui permet de construire quelque part l'histoire matérielle de l'objet. Vous aviez également une observation fine qui a été donnée pour chaque objet, chaque peinture, pour comprendre la séquence de travail, la séquence de réalisation. Le cas échéant, vous reconnaissez ou vous observez donc sur le cartable, au-dessus du cartable, d'importants repentirs, par exemple, des reprises du peintre lui-même. Donc ce ne sont pas des usures, mais c'est vraiment quelque chose voulu par l'artiste et qui est apparu, par exemple. Donc un cas tout à fait intéressant. Et voilà, chaque peinture a fait l'objet de ce type d'observation-là. Là, je vous présente une magnifique petite pièce, une peinture sur émail d'une immense qualité de Louis XIV par Petitot, donc vraiment un des maîtres ou un des fondateurs de l'école genevoise de la miniature, de la peinture sur émail, donc une œuvre magnifique dans son cadre. Donc aussi, c'est un moment rare, hein, parce que décadrer une œuvre implique bien évidemment un certain nombre de gestes corrects, et donc il s'agit de cueillir ou de recueillir à ce moment-là un maximum d'informations. Vous avez l'objet qui est ici, vous avez le revers, bien évidemment, de l'encadrement, donc beaucoup plus bricolé, si j'ose dire, avec la dentelure tout autour. Et puis vous avez la plaque avec sa contre-émaille blanche. Et puis il s'est agi également, puisqu'il s'agissait de peintures sur émail de toute petite dimension, de les documenter de la manière la plus précise. Donc à ce titre, seulement quelques pièces ont fait l'objet d'une étude plus poussée à l'aide d'un microscope électronique que nous avons au Musée d'art et d'histoire, et qui nous a permis de documenter de manière beaucoup plus précise et de relever des indices qui n'avaient jamais été saisis bien avant ça. Vous avez notamment voilà, cette plaque ici, ce petit détail, et on voit apparaître tout à coup une fine couche d'or. Donc c'est l'occasion là aussi d'étudier de manière plus précise les matériaux constitutifs de chacune de ces œuvres et les techniques de réalisation de ces peintures, et l'ensemble de ces données seront recueillies dans le catalogue de la collection de la Société des Arts. Donc vous avez le détail de cette fine couche d'or, donc assez exceptionnelle dans le travail de la peinture sur émail. Elle existe bien, c'est documenté, mais ça a rarement été observé sur une œuvre réelle. Donc c'est le cas pour l'œuvre de Petitot. Donc ça témoigne également de l'attention, bien évidemment, et des choix faits par l'artiste, compte tenu du modèle représenté, bien évidemment. Vous avez un détail, voilà, donc là, on est de l'ordre de quelques millimètres, et on voit simplement l'attention qui est portée sur cette couleur qui est déposée par petits points comme une technique de miniature, mais considérez que cette peinture a été fondue, elle est passée au four plusieurs fois. Donc on comprend bien la maîtrise totale de ce travail. Et puis vous avez passé un certain détail, et là on s'est amusé quand même à mesurer pour le plaisir pour faire plaisir à Maro Natal, la mesure de certains pinceau. Donc là, on est dans l'ordre du 0,1 mm, donc vraiment un travail, pour représenter cette petite tête de lion, un travail d'une extrême finesse, précision, où rien n'est de trop. Chaque touche a sa place, chaque touche a une fonction, et voilà, il y a quelques touches, vous avez cette tête de lion qui est parfaitement représentée, pourtant elle ne représente que quelques millimètres, 2 millimètres peut-être, 3. Comme je le disais tout à l'heure, une campagne également dédiée une campagne dédiée à l'analyse qualitative des matériaux a été réalisée sur 19 tableaux. Donc une sélection a été opérée en amont. Ici, vous avez Stefano Volpin et moi-même sommes en train de capturer ces informations. Là, sur le tableau, vous reconnaissez le tableau donc la représentation de Pyrame de Candolle par Pierre-Louis Bouvier, le peintre Pierre-Louis Bouvier. Et donc cette fluorescence X nous a permis simplement d'établir une palette, une chronologie de la palette utilisée par certains peintres genevois, qui viendra nourrir quelque part une base de données plus importante, qui existe en partie déjà au Musée d'art et d'histoire, et donc l'une viendra nourrir l'autre quelque part, pour comprendre également les matériaux utilisés au début du 19e siècle, ici autour des années 1820, 21, 22. Et c'est d'autant plus important compte tenu du traité que réalise le traité de peinture qu'écrit Pierre-Louis Bouvier en 1827, donc sur lequel on s'appuie bien évidemment pour comparer entre ce qui est dit et ce qui est fait quelque part, comprendre de manière très concrète. Et là, vous avez simplement ce tableur. L'intérêt de la fluorescence X portable, c'est que c'est une technique non invasive, donc on parvient à identifier sans aucun microprélèvement, sans porter atteinte à la matière d'origine, on parvient à établir très précisément
l'analyse élémentaire des matériaux, et de là, on déduit donc la palette utilisée par l'artiste. Ça, c'est très important. Donc, vous avez sur l'image, à l'image, 9 points de comparaison sur les couleurs les plus pertinentes. Et c'est extrêmement intéressant parce que dans la partie basse, notamment de cette peinture, en réalité, c'est une peinture à l'huile sur toile pour à peu près l'ensemble de la composition, excepté une bande dont on identifie une petite bande dans la partie basse qui comprend le pot de fleurs, qui a été ajoutée par la suite. La question se posait, s'agit-il d'un ajout d'origine, un ajout ultérieur? Donc, l'analyse pigmentaire permet non pas de déterminer précisément, mais c'est un élément convergent, et dans ce cas-ci, le style, bien évidemment, parle tout d'abord, mais les matériaux ont confirmé également la parfaite adéquation entre l'ensemble de la peinture. Donc on est en présence d'une augmentation d'origine par le peintre lui-même qui va modifier le format de sa peinture. L'atelier, donc le petit atelier de conditionnement, le petit grand atelier de conditionnement, de conservation, vous avez à l'image donc deux membres de cette équipe, donc c'est Andrea Mantelli qui est ici ce soir et que nous saluons, voilà. Et également Marina Chari qui ont travaillé donc un travail méticuleux, précis. Il s'agissait vraiment de travailler non pas tant sur les œuvres, mais plus sur le conditionnement de ces œuvres, réhabiliter, parfois des interventions de fixage très précis, parfois le traitement des étiquettes. Tout ça est considéré et traité de valeur égale, si vous voulez, puisque c'est autant de renseignements, d'informations qui nous sont utiles pour construire cette histoire matérielle et technique. Parfois des interventions dédiées à des retraits de colle, à des éléments, disons, invasifs qui auraient pu porter atteinte. Donc tous ces petits gestes ont été réalisés ici, au sein même de la Société des Arts. Andrea Mantelli, encore lui, a travaillé, puisqu'il est depuis très longtemps un des spécialistes en matière de réalisation de cadres climatiques. Donc il a réalisé toute une série de cadres climatiques, c'est très important pour la bonne conservation des œuvres, donc en adaptant le cadre d'origine. Et là, on le voit opérant à l'étage. Et vous avez de nouveau le tableau de Vanière par Jean-Pierre Saint-Ours, une peinture sur bois, bois de noyer, avec toute une problématique dédiée, une déformation importante due au support bois lui-même. Ces étiquettes, vous l'avez vu, les étiquettes qui ont été extrêmement, qui sont détériorées, mais qui ont été conservées. Tout le travail de sciage du bois d'origine, qui nous permet de comprendre comment ça a été fait. Tout ça est documenté, mais surtout, la création d'une boîte climatique va bien sûr nous priver partiellement de cette information, mais peu importe, puisqu'elle est documentée aujourd'hui, clairement documentée. Mais surtout, ce type de boîte climatique va permettre de pérenniser les échanges hygrométriques entre le panneau et son environnement, puisque les salles ici, étant un bâtiment historique, ne bénéficient pas d'un climat totalement contrôlé. Également une campagne de conservation et de restauration des encadrements qui ont été confiés en partie à l'atelier de Colucci, notamment, à Genève. Donc des gestes également que nous avons accompagnés avec Sylvia et avec Frédéric. Nous souhaitions véritablement je reviens sur cette question d'équilibre de la collection, et de pouvoir accompagner des gestes de conservation véritablement par quelques compléments. Il ne s'agissait pas de restaurer, de redorer, etc., mais véritablement de tenir, de respecter au maximum cette matérialité, cette matière d'origine. Également, donc, je disais, les interventions importantes qui ont été confiées à l'extérieur de la Société des Arts dans des ateliers spécialisés ici à Genève. Vous avez Philippe Kunz. Donc cette belle photo, nous la devons à Greg Clément lors de sa campagne d'archives, on va dire, d'archivage. Donc une mise en scène, bien évidemment, mais une mise en scène qui nous renseigne et qui renseignera peut-être dans le futur, en tout cas, ça documente cette étape-là importante pour la collection. Vous avez ici un très beau autoportrait de Ferrière. Il lui-même était peintre, vous le savez, il était même restaurateur. Il était intervenu au début du XIXe siècle dans les collections muséales à Genève. Et puis, vous avez donc le travail ici simplement en cours, un nettoyage bien évidemment très important. C'est une très belle plaque de cuivre et qui avait été en partie donc largement reverni, jamais véritablement traité, des problématiques de gerçure qui ont été traitées, et ensuite donc une réintégration tout à fait précise de ces gerçures pour réhabiliter, pour restituer l'unité formelle de la peinture. Également ici au travail, Marine Perrin, qui a travaillé sur un certain nombre de tableaux, notamment c'est ce tableau du docteur Morin, justement, que présentait Frédéric tout à l'heure. Donc au travail, il y a également un travail extrêmement délicat de nettoyage, de dévernissage.
On le voit bien déjà, la problématique des gerçures qui se sont posées, et puis un travail totalement focalisé qui a permis de reformer, et on le voit bien, la documentation aux ultraviolets nous permet aujourd'hui de documenter très précisément les parties qui ont été retouchées. Donc là, c'est important de comprendre ce qui a été fait, et on documente ce qui a été fait, notamment par cette photographie ultraviolette. Voilà. Également au travail, ici vous le voyez bien, lors du traitement d'un nettoyage également extrêmement délicat opéré sur le pyrame de Candolle par Pierre-Louis Bouvier. Et donc vous avez également donc toute une phase d'étude, d'explication. Et là, je dois dire, voilà, personnellement, je suis extrêmement sensible, notamment par la présence de Sylvia, qui s'est extrêmement d'emblée, et Frédéric également, qui ont toujours participé à des réunions de travail intermédiaires. Donc il était demandé parfois d'accompagner les conservateurs restaurateurs externes. On se déplace, on discute, on fixe les limites, les paramètres, le protocole, et on accompagne véritablement cette intervention par des discussions également. Ça, c'est extrêmement important, de ne pas laisser la personne opérer. Voilà, c'est pas du tout souhaitable, disons. Il s'agit d'un échange régulier. Là, vous avez le tableau avant, le tableau après, donc une transformation importante de la couleur, bien évidemment, par le retrait de tous ces vernis qui ont été apposés durant le 19e et début du 20e siècle. Également la statuaire importante, Frédéric il a expliqué le travail que réalise Grégoire Exterman, mais également un travail en parallèle qui s'est joué. Donc c'est Brice Dufour qui est intervenu comme conservateur de sculpture. Il a opéré un travail de dépoussiérage, de conservation sur l'ensemble de la production existante de la Société des Arts, et puis un travail plus ciblé à l'aide de nettoyage au laser. Donc ça, on a pu bénéficier de l'installation du Musée d'Art et d'Histoire, une forme de location, si vous voulez, du système laser de la salle qui est dédié à ça. Et Brice a pu intervenir donc sur trois sculptures notamment Carrière-Belleuse. Ici, vous avez ce magnifique groupe sculpté. Vous avez un avant-après, donc des vernis avaient été apposés, etc. Donc tout ça a été dégagé pour revenir à cette coloration plus d'origine de terre cuite, si vous voulez. Et puis vous avez cette très bel ensemble également de détails en cours de nettoyage à l'aide d'un système de laser, qui nous a permis de retrouver également cet ensemble de dorsières. Donc, vous avez la sculpture, le groupe sculpté en marbre qui était conservé ici et qui fera l'objet d'une présentation donc, au mois de janvier de l'année prochaine. Enfin, on avance. La question du pastel. Quelques pastels sont conservés dans la collection. Je dirais que l'ensemble de la collection présentait un bon état structurel. C'est souvent des problématiques plus, disons, esthétiques. Il y a des vernis, des nettoyages. Mais le pastel, lui, a posé un peu plus de problèmes. Pour ce faire, c'est Olivier Masson et Michaela Ritter, donc établis à Zurich, qui sont vraiment les grands spécialistes, et pas que suisses, en Suisse, en Europe et au niveau mondial, spécialistes du pastel, qui ont travaillé sur l'ensemble des pastels. 8 pastels leur ont été confiés, de Lyotard, bien évidemment, Maurice Quentin de la Tour, Édouard Ravel, notamment des pièces extrêmement de très très grande qualité. Donc là, vous avez à l'intérieur de leur atelier, Sylvia qui est en train de poser des questions, de se renseigner sur l'état matériel des œuvres. Et là, vous avez par exemple en image Olivier Masson. Donc Olivier Masson, lui aussi, arrière-petit-fils de Henri-Paul Boissonnat, donc de la dynastie des Boissonnat, mais Masson par sa maman, mais voilà, donc il fait partie de cette... Alain Boissonnat étant son oncle, bien évidemment, toute une dynastie comme ça. Ça fait partie de l'histoire, disons, de la restauration en Suisse. Et donc, un très, très grand spécialiste, une très, très grande attention portée à la matérialité du pastel. Et là est la réalisation en cours de boîtes de conservation, un petit peu comme ce que fait Andrea Mantelli pour la peinture. Olivier Masson, lui, le réalise pour les pastels. Donc, il a mis en place, il y a quelques années, confectionné, projeté un type de boîte de protection avec des verres blindés, où quand il y a lieu de conserver les verres anciens, les verres coulés, ils sont systématiquement conservés, ça c'est important de le dire. Par contre, les verres blancs, les verres des années du XXe siècle, n'ont pas d'intérêt, ils n'offrent absolument pas de garantie en termes de protection, donc ceux-là ont été changés systématiquement. Vous avez donc le travail en cours de préparation, de réalisation de ces boîtes de conservation. Enfin, vous avez ce magnifique Maurice Quentin de la Tour,
La face, le revers dans son cadre sculpté d'époque, bien évidemment. Vous avez le revers avec toute une série d'informations de protection ancienne, probablement d'origine, sur lesquelles ont été accolées des étiquettes, des informations, etc. Tout ça est documenté. Chaque couche va être documentée. Voilà, simplement, je conclurai peut-être, je ne conclus pas, mais le bilan des interventions de manière très, très rapide, donc des analyses de matériaux pour 19 tableaux, les 24 sculptures conservées et restaurées, ça c'est important, les 8 pastels ont été conservés et restaurés, donc conservés et restaurés, c'est-à-dire il y a des niveaux bien évidemment d'intervention, mais l'ensemble a fait l'objet de gestes de conservation, voire de restauration, 24 peintures également, 62 miniatures et peintures ont été reconditionnées, ça c'est très important. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a ensuite une rédaction d'un rapport, des images, tout ça sera reversé bien évidemment dans l'inventaire de la Société des Arts. Et c'est cette documentation, voilà, comme je le disais, absente à ce jour, a permis un tel programme, l'envisager de cette façon-là, de manière complète, permet voilà, quelque part de rétablir un manque flagrant dans la documentation de la Société des Arts. Manque en rouge la production d'une imagerie scientifique pour 11 tableaux qui ont été décidés en accord avec Sylvia, avec Frédéric. La pertinence notamment des œuvres de Saint-Ours vont faire l'objet d'une recherche plus approfondie encore, cette année encore, mais les résultats seront produits et publiés pour le catalogue de la collection. Voilà. Voilà, donc effectivement, on arrive à la conclusion parce que ce qu'on voulait simplement indiquer aujourd'hui, c'est de faire comprendre, de vous faire comprendre tout le processus qui a été le nôtre durant ces années, depuis le début 2021, à la fois dans l'étude et dans la conservation-restauration, et tout cela aboutira d'abord à un catalogue raisonné, donc qui paraîtra en janvier 2025 aux éditions Sylvane, qui sera donc sur le modèle de celui que l'on vient de faire paraître sur les peintures françaises du Musée d'art et d'histoire, un catalogue assez volumineux qui permettra à la fois de comprendre l'histoire de la collection, de la constitution de cette collection au fil du temps, la nature de cette collection, mais en même temps fera ou permettra de faire une sorte en raccourci d'une histoire de la peinture et de la sculpture produite à Genève au cours du temps et jusqu'en 1918, la date à laquelle on a arrêté le corpus. Deuxièmement, ce catalogue paraîtra donc en janvier, on l'a dit, et sera accompagné par une exposition prévue dans la salle Saint-Ours, c'est-à-dire juste au-dessus de nos têtes, qui est, vous le savez, une salle qui sera dévolue à différents types d'expositions, et celle-ci débutera le 31 janvier 2025 pour s'achever le 6 avril, qui permettra de faire une sélection d'œuvres qui ont posé des questions durant la campagne d'études. Certains ont changé d'identité, mais mettra également en évidence des découvertes, notamment le fameux Quentin de la Tour, mais également des œuvres, des œuvres qui ont été simplement restaurées, jamais montrées, et en même temps fera une espèce d'histoire de l'art à Genève que l'on aimerait lier avec l'histoire des techniques, puisque à Genève, on a également beaucoup réfléchi sur les techniques artistiques, on a produit des traités et on aimerait le montrer dans cette exposition de 2025. À l'occasion de cette exposition, naturellement, il y aura plusieurs expériences de médiation, notamment des visites de l'exposition, des conférences comme celle d'aujourd'hui, mais qui cette fois seront consacrées aux résultats de la recherche de la campagne de conservation-restauration, ainsi qu'une journée d'études qui est prévue le 13 février et qui s'intitulera « Peindre à Genève au XVIIIe siècle », consacrée au métier du peintre à Genève au XVIIIe siècle, sur la question notamment
de la population, des artistes, de l'organisation du métier, mais également toutes les techniques utilisées dans la peinture telles qu'elles ont été observées durant la campagne d'études et de conservation-restauration et mises en perspective avec les traités publiés à Genève ou ailleurs au cours du XVIIIe siècle. Donc un grand menu auquel nous vous convions dans quelques mois. Nous vous remercions de votre attention. Termine par ça, non ?